Alors, ce que je vous propose, mes chers collègues, comme il y a de nombreux intervenants, c'est que chacun puisse s'exprimer et qu'on essaye de limiter les interventions à deux minutes, si possible. Je sais bien que c'est un peu court, mais 2 minutes. Alors, nous allons donner la parole tout d'abord à des représentants de groupe et puis aux rapporteurs sur les sujets de transport, à Monsieur Duron, qui est là. Voilà. Et puis après, peut-être je vous demanderai de répondre et ensuite on prendra toute une série d'interventions. Alors, tout d'abord, c'est Monsieur Savary. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président Rapoport, de l'exhaustivité et du large panorama que vous avez dressé sur la situation actuelle de notre système ferroviaire. Je crois que tout le monde a compris ici et au-delà d'ici qu'il est absolument nécessaire, comme l'ont fait d'autres pays aujourd'hui, de s'intéresser à ce qu'il y a de plus précieux, et parce que c'est historique et c'est extrêmement maillé, c'est notre réseau classique, qui est en voie d'obsolescence important. Je crois qu'il y a près de 3000 km de lignes qui sont ralentis. Et je ne parle pas simplement du sous-équipement en technologies nouvelles. Et ça impacte très directement la vie quotidienne d'un grand nombre de nos concitoyens. Vous avez, je crois, bien fait, moi je m'en félicite, de nous expliquer qu'il fallait peut-être repartir très prosaïquement des goulets d'étranglement et des nœuds urbains avant de mettre en place de nouvelles lignes, tout simplement pour pouvoir y arbitrer les différents types de trafic qui y convergent, que ce soit les lignes grande vitesse, que ce soit les trains d'équilibre du territoire, que ce soit les TER qui ont considérablement augmenté et qui prennent beaucoup de sillons, ou que ce soit le fret pour ceux qui pensent qu'il faut encore développer du fret ferroviaire. Je suis de ceux qui pensent qu'on peut le faire raisonnablement. Donc merci de cette perspective. Il faut d'abord que cette réforme, qui est très, très importante, serve une politique ferroviaire et ne soit pas simplement une réforme de la gouvernance. Cela étant, sur la question financière qui nous intéresse plus précisément aujourd'hui et sur laquelle vous avez donné beaucoup de détails, on se situe, et ça ne surprendra personne ici, dans la droite ligne des assises ferroviaires que Mme Kosciusko-Morizet avait mis en place. On a pendant un certain temps différé toute prise de décision. C'était la période préélectorale. On est maintenant dans la prise de décision. Et ce qu'avaient révélé les assises du ferroviaire quand même, c'est qu'on était sur une trajectoire financière insoutenable. Insoutenable, tout en n'ayant pas les moyens et en laissant se dégrader le réseau et les services publics ferroviaires essentiels. On peut la résumer en quelques chiffres, vous les avez cités. 32 milliards d'endettement pour RFF, 7,2 milliards pour SNCF quand même, en plus. Il faut quand même l'ajouter. 1,5 milliard d'hémorragie annuelle, c'est-à-dire de déficit, là où DB-Netz, le réseau allemand, fait des profits, c'est-à-dire fait des excédents. Nous sommes, nous, à une perte d'1,5 milliard tous les ans, qui évidemment est incrémentée peu ou prou par la dette. Et puis, il y a... Vous avez parlé des conclusions de Mobilité 21. Je ne vais pas saluer à nouveau le travail extrêmement courageux qui a été fait par Philippe Duron. Mais enfin, il y a 4 coups partis. Et ces 4 coups partis nous amènent à 61 milliards d'euros de dette mécaniquement en 2025. Ce qui m'amène moi-même à douter un peu du scénario 2 qui a été retenu par le Premier ministre. Qui est quand même un scénario qui dit il ne pourra exister, le scénario 2, celui où on ne retient qu'une seule ligne LGV en 2030, que si on triple les capacités d'investissement, il faut trouver les recettes, que si l'État consent à garder à la FIT une subvention qui existe aujourd'hui et qu'il souhaitait faire disparaître avec la venue de la taxe poids lourd, et surtout si on ne touche pas à Seine-Escaut et à Lyon-Turin. Vous voyez, ça fait quand même beaucoup de conditionnalités. Ça nous amène à 61 milliards. Je vous pose la question. Excusez-moi, je croyais que j'avais une intervention liminaire à faire comme on le fait d'habitude, mais je ne la ferai pas. Non. Ça nous amène à 61 milliards d'euros d'endettement au fil de l'eau avec les décisions qui sont prises aujourd'hui sous ces hypothèses très restrictives. Donc je vous pose une question. En 2025, avec 61 milliards d'euros, est-ce que vous pensez que vous avez encore des capacités de relancer la machine pour les lignes LGV? Je voudrais quand même vous dire, j'en termine, Monsieur le Président, parce que c'est très important, que je n'ai pas encore totalement compris où on prend le 1,5 milliard et comment on résout le 1,5 milliard dans le système ferroviaire. Vous me dites, c'est 500 millions d'euros. 3 fois 500 millions. 500, 600 millions d'euros liés aux économies de frais de transaction. OK. Vous me dites, après, la SNCF nous mettra 500 millions, ce qui amènerait, à mon avis, ça amènerait aujourd'hui, toute chose égale par ailleurs, à ce qu'elle affiche une perte, du coup.
puisqu'elle n'a pas 500 millions d'excédents. Et enfin, vous nous dites, les dividendes de la SNCF seraient reportés sur l'AFF, mais comme vous n'aurez plus de contrat avec la SNCF et qu'une partie de ces dividendes sont liés à ce qu'elle vous facture aujourd'hui, ces dividendes vont s'évaporer mécaniquement quand il y aura le GIU. Donc je ne suis pas complètement convaincu sur le fait que l'on trouve très vite à combler ce 1,5 milliard.